à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air pour un nouvel épisode dédié à l'Eurocup. Aujourd'hui, c'est l'heure de tirer un gros bilan de l'épopée européenne de Paris puisque 6 matchs se sont déroulés depuis notre dernier enregistrement avec Corentin. Voilà, on profite un petit peu de la trêve de l'Eurocup qui est assez courte, il faut bien le dire, ça reprendra début janvier, le 10 janvier exactement. Mais voilà, on en profite des fêtes de fin d'année pour parler basket européen avec Corentin que je salue. Salut à tous, merci pour l'invitation. Corentin, est-ce que tu aurais cru que fin décembre, on enregistrerait déjà un podcast où on parlerait du fait que Paris est déjà assuré de jouer les playoffs d'Eurocup? Oui et non. Ça dépend comment tu te positionnes. Franchement, j'aurais pas pensé qu'on eût dit Paris va écraser la concurrence et être première de son groupe. Par contre, je savais qu'il y avait un fond de jeu et que la proposition faite par le coach serait davantage attractive et qu'il y aurait des résultats. Donc, c'est pas vraiment déconnant de les voir là. Aussi haut, non. Clairement, les voir battre certaines équipes. Moi, je les voyais pas battre Badalone, par exemple. Je les voyais, pourquoi pas, se faire piéger par des Prométhée, ce genre d'équipe. Et au final, eh bien le constat est plutôt très très positif. Oui, puisque depuis notre dernier épisode, Paris a disputé 6 matchs, donc pour 5 victoires. Paris a connu quand même, malgré tout, sa première défaite, c'était contre Beşiktaş, on y reviendra. Mais Paris l'a également emporté très largement, quasiment à chaque fois, contre Ljubljana, contre Wolvinus, contre Venise, contre Hambourg et contre Londres. Et Paris avait déjà assuré sa qualification en play-off dès le 12e match. C'était après la victoire contre Hambourg. Et pour aller un petit peu plus loin là-dessus, sur ce premier point positif pour Paris, c'est également le fait que le club de la capitale est en très bonne position déjà pour une qualification directe en quart de finale de la compétition. Pour rappel, il faut être dans les 2 premiers de son groupe pour pouvoir être directement qualifié en quart de finale et éviter un passage par les huitièmes. Et Paris, possède déjà 3 victoires d'avance sur le troisième du groupe A, Londres, que Paris a battu lors du dernier match avant la trêve d'Eurocup. Ouais, clairement, ils les ont battus 2 fois. La première avec beaucoup de souffrance, la deuxième, ils ont mieux géré, les temps forts de Londres, ce qui leur a permis de s'assurer un matelas très, très confortable pour, tout simplement les étriller. Donc, ça sent très, très bon. Je pense que, ils devraient le faire et ça permettrait, d'économiser un match, un peu embêtant, un peu coupe-gorge et surtout, d'économiser les joueurs en vue de la suite de la compétition parce que maintenant, voilà, on peut le dire, ils font partie des favoris. Et c'est peut-être ça au final le plus étonnant pour Paris parce que Paris soit qualifié assez tôt pour les playoffs, sachant qu'il y a 6 équipes qui se qualifient en playoffs, c'est peut-être pas forcément une surprise, mais c'est d'être déjà en très bonne position pour aller en quart de finale, alors qu'il reste encore, il reste encore 5 matchs à disputer, et c'est peut-être là la plus grosse surprise pour Paris. Si on embraye un petit peu plus sur le terrain pour les points positifs pour Paris, et quoique, on va peut-être déjà aller sur les points négatifs parce que j'avais noté en point positif, mais c'est un petit peu répétitif depuis le début de la saison européenne de Paris, c'est que les joueurs de Thomas Isalo surclassent physiquement leurs adversaires depuis le début de la saison, avec notamment des coups de moins bien des adversaires dans les dernières périodes, notamment en quatrième quart-temps où les équipes lâchent complètement, à l'image d'Hambourg, à l'image de Venise ou encore de Londres récemment. Mais Paris a connu un hic face à Beşiktaş et c'était notamment parce que l'équipe turque a eu du répondant physique face à Paris. Et donc, j'ai envie qu'on en parle là-dessus parce que Paris a enfin trouvé un petit peu de répondance sur cet aspect du jeu-là. Et c'était la première fois quasiment de la saison qu'on le voyait. Et du coup, Paris a perdu pour la première et seule fois de la saison pour le moment en Eurocup face à Beşiktaş. Oui, alors, ça pour faire assez rapidement, ils n'ont pas trouvé leur némésis. C'est-à-dire que, on n'a pas trouvé un Paris surdominé, on n'a pas trouvé Paris qui était totalement à la rue. C'était vraiment, une équipe qui a su, mieux gérer ses temps forts, le Beşiktaş. Une équipe qui avait très bien observé Paris, préparé son match. Alors avec des pick and roll, très serrés, avec le piqueur qui était vraiment, vraiment dans la droite ligne, de celui qui faisait le drive et donc du coup, ça laissait très peu d'espace et puis un meneur comme Needham, lui, il a eu, l'occasion de sortir le ballon pour artiller. Il a eu un meilleur pourcentage à 3 points, énormément de rebonds offensifs et puis on a vu que, à un moment, quand tu leur rentrais dans le lard à ces joueurs parisiens et que ça manquait de jus, bien, tu avais un petit détail qui se créait, chose qu'ils arrivent toujours à combler par, une grosse pression, tout terrain.
d'avoir aussi des mecs avec une grosse envergure qui venaient donner l'aide de l'aide, ou en attaque qui permettait avec des backdoors de s'économiser plutôt que de lancer des longs systèmes coûteux en énergie. Et au final, tout ça a fait que Paris a fait un petit faux pas. Je suis très très intéressé par voir le match retour. Alors, c'est pas n'importe qui comme coach qui est en face, hein. C'était Monsieur Alimpiewicz, ancien coach de l'Étoile Rouge, ancien coach de Bursaspor avec qui il a été en finale d'Eurocup. Donc, c'est c'est pas une défaite peu glorieuse, quoi. C'est vraiment une défaite où tu te dis bon, on est tombé et pas n'importe face à n'importe qui. Donc la question va se poser du match retour. Je l'attends énormément ce match, puisque ça va montrer la face de Paris face à ces petites embûches, quoi. Voilà. Ouais, un match que les supporters parisiens vont également attendre puisque depuis le match aller, Kyle Allman Jr., l'ancien parisien, a signé avec Beşiktaş. Il est passé de Turk Telecom à Beşiktaş. Donc voilà, les supporters parisiens ont en plus un œil averti sur cette rencontre. Et c'est vrai, pour dire un dernier mot sur ce match, que Paris, bah, peut-être pour la première fois, voilà, a trouvé du répondant. Et donc, bah, forcément, inconsciemment, les joueurs ont peut-être eu du mal à s'adapter. On a senti notamment dans la seconde période de cette rencontre bah, beaucoup plus de jeux individuels, notamment avec TJ Shorts, et beaucoup moins, bah, tu le disais, de jeux sans ballon. On arrivait beaucoup moins à trouver les shooters, et bah, TJ Shorts également s'enfermait un peu dans du jeu en isolation. Donc voilà, le fait que Paris a pu être aussi challengé, bah, ça permet aux joueurs de également entre guillemets de ne pas se relâcher, et c'est pour ça aussi que le fait que le Paris dans cette fin de saison de Eurocup va affronter pas mal de bons adversaires, en tout cas des adversaires directs pour du haut du classement du groupe A. Il y aura notamment l'Hapoel Tel Aviv, bah, il y aura Beşiktaş, il y aura également la réception de Prométhée dès début janvier. Donc ça va permettre à Paris également, on va dire, de ne pas commencer les playoffs en étant en dilettante, même si voilà la qualification pour les playoffs est déjà assurée, et on l'a dit, Paris est en pole position donc pour une qualification pour les quarts de finale directement. Euh, Autre point positif que j'ai envie de parler avec toi, c'est le fait que justement on en parlait, TJ Short c'est un petit peu moins peut-être en vue, même si il a encore décroché il y a pas longtemps un titre de MVP d'une des dernières journées d'Eurocup, mais on a un Nadir Rifi qui, on le disait déjà dans le précédent podcast, prend encore plus d'ampleur. Il est désormais le meilleur marqueur de l'Eurocup en termes de points, en termes de moyenne de points, et on sent que ça devient vraiment une option 1 bis pour Paris. 1 bis parce que dans un rôle un peu différent d'un TJ Shorts qui peut vraiment créer la décision de par sa distribution, de par sa finition au cercle et également à mi-distance. Mais Nadir Rifi ajoute vraiment cette corde du tir à 3 points, notamment avec son step back. Et ça en fait vraiment bah, quasiment une option, une bis pour Paris. Ah, tu l'as dit, un bis, je pense que c'est la meilleure explication. Alors, il a pas encore le volume de jeu de TJ Short, ça se joue vraiment à peu de choses. Mais je pense que voilà, sur du drive, sur du backdoor, sur du main à main, sur la création de son shoot, c'est du très haut niveau. Puis voilà, je me rappelle, je crois que c'était contre les Wolves. Il y a une action où il met son défenseur dans le vent et tire à un pied. Il a fait du Navarro, quoi. Et c'est pas tout le monde qui peut prendre des tirs comme Juan Cannavaro et les mettre. Je pense que c'était la nécessaire étape pour cette équipe pour passer un palier, que Nadir Rifi puisse devenir ce qu'il est censé être, c'est-à-dire une star. Voilà. Alors, j'ai pas peur des mots, hein. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important pour cette équipe, qu'il devienne une star, ou qu'au moins, ils prennent la mesure d'un rôle, de 1 bis. Et donc, c'est une excellente chose. On va voir dans les prochaines, semaines comment ça va se passer, mais globalement, c'est super encourageant. Et puis, on pourrait penser qu'il est tête brûlée et cetera, mais pas du tout. Je vois que il s'adapte aussi, qu'il se met des pelées défensives énormes, et donc, quelque part, tu as un mec qui drive, qui sait passer la balle sur pick and roll, trouver les appuis, être patient pour avoir la troisième ou quatrième passe et déclencher son tir. Bah, c'est super positif. C'est excellent même, parce que bah, il y a certains ricains qui pourraient pas le faire. Là, tu as un JFL qui te le fait, et en plus de ça, qui rechigne pas en défense. Et je pense que Paris a gagné son pari en recrutant et en intégrant bien ce jeune qui a énormément de potentiel.
C'est vrai qu'on avait cette crainte à la fois de, bah, même avec TJ Short, de leur implication défensive. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, bah, le fait que Tuomas Cizalo utilise des rotations très courtes et je pense incite les joueurs à énormément défendre pour qu'ils voient le parquet. Bah, c'est vrai que ça fait la différence pour Paris au-delà de leur très fort impact offensif. J'ai une petite question rapidement. À l'échelle Mhm. de l'Eurocup, est-ce que Paris a le meilleur duo? Alors c'est difficile de comparer selon les équipes, puisqu'il y a des équipes qui ont plutôt des duos entre un meneur et un pivot, des meneurs et des ailiers. Mais en termes juste de niveau de jeu, est-ce que Paris a le meilleur duo de l'Eurocup? Le meilleur backcourt, c'est sûr. Le meilleur duo, c'est difficile. Alors, en même temps, j'en vois pas tellement qui pourraient les concurrencer plus que ça sur l'impact visuel. Sur les Mhm. stats, on y est aussi. Je dirais qu'ils ont le meilleur duo dans la mesure où il est le plus spectaculaire et le plus constant. Après, tu vas Ouais. avoir des duos dans un quatuor. Par exemple, à Grande K, c'est le cas. Euh, mais c'est tout, quoi. C'est vrai que Paris, tu vois vraiment deux étoiles et autour, t'as que des soldats. Et à chaque match, on a un qui sort de sa boîte. Donc, est-ce que c'est pas ça aussi, hein, avoir un excellent duo? C'est-à-dire que même quand ils sont dans leur mauvais jour, tu retiens juste qu'ils ont distribué le jeu, qu'ils ont pris des rebonds, qu'ils ont été agressifs en défense. Donc, pour résumer, aller droit au but, eh ben oui. Oui, oui, oui. Oui, puis ça s'illustre dans les stats. Je le disais, Nadir Hiffi, meilleur marqueur de l'Eurocup et TJ Shorts, quatrième, lui aussi, Nadir Hiffi avec 18,3 points par match et TJ Shorts tout près avec 17,7. Corentin, si tu veux bien, pour terminer nos derniers points, entre guillemets, avant de passer à notre débat du jour, bah, j'ai envie de, pour l'instant, c'est pas vraiment un point négatif, mais ça pourrait le devenir pour Paris. Mhm. Et j'en parle par rapport à ce qu'on peut voir en championnat de France avec le Paris Basketball ces derniers temps, c'est le fait que pour l'instant, sur notamment TJ Shorts, on ressent pas forcément d'adaptation des équipes de Eurocup en saison régulière. Je m'explique, ces derniers temps, en championnat, on a vu que les équipes défendaient beaucoup moins TJ Shorts sur le tir à 3 points, lui laissaient du champ. Et pour l'instant, en Eurocup, on le voit beaucoup moins. Bon, pour l'instant, les équipes continuent à sortir très fort sur lui. Ils font même parfois des prises à deux sur le pick and roll. Déjà, alors, explique-nous peut-être pourquoi les équipes européennes continuent à le faire et pourquoi bah, ça pourrait potentiellement poser un problème en playoff, là où le scouting sera évidemment beaucoup plus important de la part des équipes. Je pense que c'est idéologique. Je pense qu'en Europe, on a tendance à défendre le 3 points quand on connaît le potentiel d'un joueur et minimiser le mid-range parce qu'il y a très peu de joueurs excellents dans le mid-range et que surtout, vu qu'on resserre plus la défense avec une intelligence de jeu collective supérieure à la défense qu'on peut trouver dans le championnat français, avec des joueurs plus forts et une intelligence de jeu plus prononcée pour certains. Tu vois, l'aide de l'aide arrive plus facilement. Euh, T'as des mecs qui arrivent à couvrir la raquette tout seul ou à une personne et demie. Donc, je les comprends en fait. Je les comprends parce qu'au final, pour eux, ça va être davantage pénalisant pour Paris d'aller chercher euh, à 3 points. En fait, c'est plus et s'ils les mettaient, tu vois. Donc, ils sont dans l'optique de se dire 3 vaut plus que 2 et derrière, on va faire le nécessaire pour pas mettre ces tirs à mi-distance. Donc, c'est vraiment de l'idéologie là-dessus. Je pense qu'en playoff, ce sera différent. Parce que sur un match sec, notamment par période, tu peux, si le gars il a une énorme crise au tir à mi-distance, se dire bon, bah, on défend que le mi-distance. Et on va chercher de l'agressivité sur du pic, et par contre, on reste dans la raquette. Ok, très bien, ouais, c'est assez intéressant. Et on a vu, tu me disais notamment en off, que justement, face à Beşiktaş, les Turcs avaient un petit peu moins défendu le 3 points. Tu me parlais notamment de la défense du pick and Mm. roll dans l'axe, bah, qui bouchait justement le fait que Ouais, c'est TJ ça. Short puisse bah, prendre les mi-distances comme il le veut, quand il retient un petit peu son défenseur dans son dos, et qui peut ensuite s'élever et notamment provoquer des fautes. Donc voilà, tu le disais, ce sera notamment intéressant de voir en playoff qu'est-ce que ça pourra donner. Et justement, ça fait plutôt une bonne transition avec notre sujet du jour parce que on va pas se mentir que trouver des sujets vraiment focus pour Paris tellement
la domination parisienne est outrageuse pour le moment en saison régulière, c'est un petit peu compliqué. Donc on a décidé de le corréler avec l'autre club français qui est également à la fête en Eurocup cette saison, puisque pour l'instant les deux seules équipes qualifiées en play-off, c'est donc Paris et également Bourg-en-Bresse. Et j'avais envie de te demander, Corentin, pour l'instant les deux clubs français dominent l'Eurocup. J'avais envie notamment d'en parler car la Gielbourg sort d'une victoire vraiment signature face à Grande Canaria à domicile après prolongation avec notamment un énorme tir d'Isaiah Mike pour un peu clôturer la victoire. Et ma première question sur le sujet est toute simple. Pourquoi, et bon, ça va reprendre forcément des arguments qu'on a évoqués avec Paris, mais peut-être là les axer un petit peu plus sur le club de l'Ain. Pourquoi, pour le moment, les clubs français dominent autant la compétition et pourquoi cette saison particulièrement, notamment face par exemple, aux favoris que sont Grande Canaria. Ok, alors je te demande quelques petites secondes, parce que je sors la sulfateuse, je rentre les munitions dans le chargeur. Ok, impeccable, super, je suis prêt. Alors, première chose, alors on a deux équipes françaises qui dominent leur groupe en Eurocup. Est-ce que ça fait la une des journaux? Non. À part nos amis locaux qui ont fait un article sur Bourg-en-Bresse et ils l'ont mis en une, si je me trompe pas. Oui, le Je serais progrès, pas effectivement. le progrès, voilà, effectivement. Les autres, bon, voilà, on n'en entend pas parler. C'est dramatique et c'est triste. Et ça, je pense, témoigne beaucoup du traitement du basket européen en France. Hop, ça c'est fait. On passe à la suite. La deuxième chose, c'est que aussi, on a une génération de jeunes coachs dans les deux. Alors bon, je vais pas vous présenter le coach de Bourg-en-Bresse, et littéralement une légende du basket français. Monsieur Fautoux. Le coach de Paris est incroyable, enfin beaucoup d'idées, il apporte beaucoup je dirais de fraîcheur dans ce qu'il propose et ça c'est juste génial. Et donc du coup, la première réflexion sur laquelle j'aimerais axer ce petit débat, c'est que depuis qu'on a des coachs avec des idées, des coachs qui prennent juste pas le meilleur ricain pour mec 25 points et derrière il a ses 6 JFL et ses gars pour faire la maille, ça change beaucoup de choses. Là, on a deux coachs qui arrivent avec un vrai projet de jeu. Un qui est déjà installé, qui apporte des pierres, avec aussi de la jeunesse. On n'a pas encore parlé de Zachary Rizaché, mais il faudrait bien en glisser une petite aussi. Et de l'autre côté, on a un coach qui arrive avec un groupe qui a déjà de l'expérience. Alors certains raillaient Paris en disant oui, c'est les Télécom Paris Basketball, en référence au Télécom Bonn où était le coach avant. Mais quelque part, ça montre deux choses. Ça montre que, le scouting est super important pour prendre des joueurs, recruter intelligemment et savoir quoi en faire. On avait déjà des excellents coachs qui le faisaient, à l'image de Jean-Denis Choulet ou notre ami Pascal Donadieu. Mais là, c'est en plus derrière un projet qui est sur le long terme. Et Dieu sait qu'il y a très peu d'équipes en France qui travaillent encore sur le long terme. On a des ricains qui arrivent souvent, alors le trajet classique, c'est dans les championnats mineurs, Europe du Nord, en Turquie dans les petites équipes ou Grèce, ils transitent par la France ou l'Allemagne et ensuite ils explosent pour aller dans une grosse équipe Eurocup ou Euroleague. En gros, c'est à peu près leur trajet. Là, on a des mecs qui restent. S'ils ne restent pas, au moins ils ont suivi leur coach. Et donc, du coup, ça montre qu'ils ont de la loyauté et de l'intelligence. Ils en ont sur le terrain et en dehors. Donc, la dernière chose, c'est aussi qu'on a des joueurs qui sont conscients de leur rôle, qui en demandent pas plus, qui restent dans les limites qu'on leur a définies, et donc, du coup, qui y trouvent leur compte. Donc, tout ça fait que je trouve ces deux équipes dégagent des choses très, je dirais, positives et surtout saines. C'est des équipes qui fonctionnent parce qu'elles sont saines. Bourg, c'est un club qui est sain, on le sait, qui travaille bien depuis des années. On a un coach qui est dans la même veine, puisque le projet est d'avoir des gens qui leur ressemblent et des joueurs qui comprennent très bien leur rôle, ça fonctionne. Paris, le coach a su instiguer ça je dirais, à contrario de ce qui a pu être par le passé, parce que c'était un club jeune et qui se construisait, pardon. Donc, quelque part, ces deux environnements sont des exemples et des locomotives bis de ce qui peut se passer à Monaco et Lasvel, qui, elles, étaient davantage sur le côté financier. Donc, c'est très, très, très bien. Et je terminerai cette ode au basket français en disant tout simplement que j'espère que ça va continuer et qu'on aura encore d'autres clubs comme ça qui vont surgir dans différentes compétitions.
Et c'est vrai que c'est intéressant et aussi pour cela qu'on voulait faire le comparatif, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments de ressemblance entre Paris et Bourg-en-Bresse. À la fois, par exemple, sur le nombre de rotations, Bourg-en-Bresse peut compter vraiment sur une dizaine de joueurs capables d'apporter, de vraiment contribuer sur le parquet. Et un peu à l'image de Paris, j'ai beaucoup aimé aussi ce que tu disais sur le fait de ne pas avoir forcément un Américain gros scoreur. C'est vrai que les joueurs étrangers de la JL Bourg contribuent beaucoup, mais il y en a pas forcément un qui prend totalement ou qui cristallise le jeu à son compte. Et justement, ces derniers temps, on a Isaiah Mike qui prend un peu plus la lumière, qui, je l'ai dit, qui a mis un gros shoot contre Gran Canaria, qui a également mis quasiment un buzzer dans le match de championnat que Paris a perdu à Equinox. Et c'est peut-être ça la différence pour Bourg, c'est qu'il y avait vraiment un collectif en début de saison. Et là, avec un petit peu, je vais pas, l'éclosion, c'est peut-être pas le bon mot, mais la montée en puissance d'Isaiah Mike, le retour de blessure de Beodian Massa, il y a vraiment des individualités qui s'élèvent et qui fait que ça élève tout simplement le plafond de cette Mm. équipe et que c'est très intéressant. Là encore, il se questionne pour prolonger RJ Roland, donc pour avoir quasiment un roster de 12 joueurs quand tu joues, 2 matchs par semaine et que tu as des aspirations hautes, c'est quasiment obligatoire. Et pareil, RJ Roland, c'est vraiment un joueur vétéran qui ne joue pas du tout pour ses stats, en tout cas plus à son âge. Et c'est vraiment des équipes Mm. qui, voilà, il y a aucun côté individualiste. Même un joueur comme Bryce Brown, qui est un shooter un peu fou, mais qui ne prend pas tant la balle que ça. Donc au final, il ne va jamais cristalliser ton jeu. Donc c'est pour ça que c'est aussi très intéressant. Paris et Bourg ont vraiment des gros effectifs qui leur permettent de jouer à la fois sur le tableau national et le tableau européen. Et c'est pour ça qu'ils figurent tous les deux en tête de leur groupe. Et peut-être aussi pourquoi les deux équipes françaises caracolent en tête, c'est parce que peut-être le niveau européen, alors global, est peut-être un peu plus faible que les années précédentes, et aussi les têtes d'affiche le sont peut-être un peu moins. Grande Canaria est peut-être un petit peu moins en vue que d'habitude, notamment également en Liga Endesa. Pour l'instant, ils sont sixième. Badalone également est neuvième de son championnat. Dans les autres équipes, la Poel Tel Aviv, vous connaissez certainement le contexte géopolitique en ce moment en Israël. Ils jouent pas tout simplement pas dans leur pays, donc c'est même si voilà ils sont pour l'instant plutôt bons en Eurocup, c'est vraiment pas un contexte évident pour eux. Cluj et Londres qui sont également dans les meilleures équipes d'Eurocup pour l'instant, ça reste des équipes qui évoluent dans des championnats mineurs. Donc le fait que Paris et Bourg-en-Bresse aient augmenter leur niveau plancher et même également leur plafond, et le fait que peut-être les grosses cylindrées européennes de l'Eurocup aient cette saison des coups de moins bien, peut expliquer cette différence pour le moment, Corentin. Ouais, clairement, c'est à mentionner, hein. Tu l'as dit, il y a l'affaissement quelque part du niveau de l'Eurocup, déjà parce que tu n'as plus les clubs russes. Donc ça joue, enfin, Mm. l'affaissement du niveau, je m'exprime mal. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait que tu n'aies plus les clubs russes qui jouent en Eurocup, Euroleague, ça a libéré des joueurs qui sont partis ailleurs, et donc du coup, ça a libéré des places pour des équipes potentiellement plus faibles avec moins de budget. Je vais pas citer de nom, j'ai pas envie de me faire d'ennemis. Simplement, par contre, il y a aussi le fait que les joueurs qui étaient attirés par ces endroits-là, maintenant, réfléchissent plus de dire, ah, je vais peut-être commencer ma saison dans un pays, au milieu de la saison, ça va partir en guerre, confère Israël ou la Russie notamment, et de se dire, bon, ça risque d'être compliqué, il y a des risques géopolitiques, je préfère aller en France, mon salaire est garanti, il y a un projet de jeu, et quelque part, je suis sûr de me montrer si quelque part un jour je veux finir en Euroleague. Et puis enfin, tu as les anciens tauliers d'Eurocup, qui certains ont fait le choix de la BCL, je prends l'exemple d'Unicaja Malaga, ou d'autres qui sont installés désormais en Euroleague, Partizan, Virtus. J'avais un troisième exemple, mais il ne me vient plus. Je crois que Valence c'est tout. peut-être, qui était encore À récemment en Valence, merci Eurocup. beaucoup. Voilà, typiquement, tu enlèves tes trois meilleures équipes sur les 5 dernières saisons, forcément. Et bien voilà, ça crée un petit fossé. On enlève Kazan, on enlève le Lokomotiv Kuban, mais c'est très bien. Ça montre quelque part que le basket français a de la ressource, et puis qu'il sait saisir les opportunités. Rapidement, tu penses que cette dynamique peut se poursuivre en playoff? Je pense, moi, pour donner rapidement mon avis, je pense que oui, même si, voilà, par exemple, on a donné des potentielles problématiques que pourrait rencontrer Paris en playoff, mais Bourg-en-Bresse pourrait également briller parce que, au final, face à Grande Canaria, Equinox, c'était
franchement, moi, des quelques minutes que j'ai vues, ça avait quasiment l'air d'un match de playoff au niveau de Mm, l'intensité que les deux équipes ont pu mettre. Mais on peut dire, notamment si en plus elles finissent dans les deux premières de leur groupe respectif, ça peut franchement faire un parcours en playoff, non? très clair. Je pense que bon, je veux pas m'emballer, mais j'adorerais qu'ils se rencontrent et qu'on ait le droit à une rencontre comme ça en demi-finale, voire en finale. C'est permis de rêver. Je pense qu'il y a un potentiel énorme. Les seules embûches que je vois sont des équipes comme Granca, comme tu vois, l'Aris Thessalonique qui peut t'enlever les victoires qu'il te faut pour perdre la confiance, pour simplement récupérer un avantage du terrain. Des équipes comme la Juventud qui a de la ressource malgré tout. Faut pas les mettre plus bas qu'ils ne sont. Et le Beşiktaş. Donc il est permis de rêver et je pense que c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses et là on va en avoir quelques-unes. Je pense que nos clubs français ont vraiment pris la mesure et savent que au bout, il y a quand même l'Euroleague. Et Mm. l'Euroleague, c'est quelque chose. Ouais, c'est quelque chose surtout pour Paris qui l'ambitionne et s'ils peuvent l'obtenir sur le terrain sportif, bah ça donnerait pas de légitimité aux nombreuses critiques qu'on peut entendre parce qu'elles seront toujours là, mais en tout cas ça montrerait que bah, le projet a du sens et qu'ils obtiendraient entre guillemets, qu'ils mériteraient entre guillemets leur place bah, dans la plus grande compétition européenne. Corentin, si tu veux bien, bah, pour terminer cet épisode Eurocup, on va parler d'un événement qu'on a retenu de ces 6 derniers matchs de Paris. Et je vais peut-être commencer pour qu'on en parle, vu qu'on n'en a pas parlé du tout. Moi j'ai envie de parler des jeunes qui se sont plutôt montrés sur quelques matchs d'Eurocup, même s'il y en a un qu'on ne verra plus avec Paris cette saison. Je vais commencer par lui, c'est notamment Mohamed Diawara, mais qui a brillé lors du déplacement à Wolvinus, qui dans le garbage time a inscrit 9 points en Ouais. 2 minutes chrono. C'était assez impressionnant. Mais donc, c'est l'occasion aussi de le mentionner, Mohamed Diawara, qui a été prêté à Poitiers en Pro B et qui va donc pouvoir bah, glaner du temps de jeu chez le promu Poitvin. C'est pas plus mal parce qu'en plus c'est une équipe qui est plutôt pas si mal pour l'instant en seconde division française, qui est plutôt pour l'instant dans le ventre mou de la Pro B. Il va pouvoir s'aguerrir, avoir un temps de jeu régulier, ce qu'il n'avait pas avec Paris, et potentiellement revenir la saison prochaine et montrer bah, le niveau qu'il a avec Paris, qui est quand même un club qui lui tient à cœur. Et autre passage qui avait été intéressant, celui d'Enzo Charvin lors du déplacement à Ljubljana, qui avait fait un gros début de match. Et c'était important pour Paris parce que c'était un moment où Kessen était blessé. C'était également un match où Leon Kratzer avait eu pas mal de problèmes de faute. Et donc Enzo Charvin avait fait des gros passages, notamment au rebond offensif et en défense au contre. Donc je voulais les notifier à la fois pour rappeler le départ de Mohamed Diawara et signaler les quelques bonnes minutes d'Enzo Charvin avec le Paris Basketball. T'as bien fait. Je pense que c'était super important de les mentionner. Moi, je continuerai sur quelque chose de plus léger, l'impression visuelle incroyable que nous a fourni notre ami TJ Short contre Vilnius Wolves, où le type cross son défenseur, tire au panier, rate. Il va récupérer son rebond offensif et finit tout simplement au panier après une culbute acrobatique magnifique. Voilà, ça a montré en toutes les écoles de basket pour l'énergie, pour le sacrifice d'aller au rebond après son tir raté. Voilà, ça a régalé. C'est super important d'avoir un joueur comme ça en championnat. Profitons-en tant qu'il reste chez nous et qu'on puisse le voir parce que d'avoir un régal comme ça à l'écran, c'est pas tous les jours. Ouais, et comme quoi la taille ne fait pas tout, notamment en rebond. On le dit pour les basketteurs, notamment amateurs, parce que TJ c'est quand même 1m70. Alors il tourne, peut-être, on va dire, c'est seulement 3,5 rebonds par match, mais il arrive quasiment toujours à chaque match à choper un rebond offensif. C'est souvent lui qui quand même essaye de prendre un rebond défensif pour tout de suite instiguer du jeu rapide pour Paris. Et donc c'est vrai qu'il a souvent cet impact également au rebond, malgré son physique et sa très petite taille pour son poste et à ce niveau de jeu là. Donc ouais, important de mentionner ce type d'action. Voilà, il ne fait pas que des crosses et des actions d'éclat. TJ Short, il se bat aussi sur toutes les petites choses comme les rebonds, comme également la défense, même si ce n'est pas ce qu'on voit le plus
du joueur américain. Et ben tout simplement pour finir, on va faire un point sur le groupe, mais comme vous en doutez, par rapport à ce qu'on a dit avant, Paris est actuellement en tête du groupe A, 12 victoires, une seule défaite, avec je l'ai dit 2 victoires d'avance sur l'Hapoel Tel Aviv qui est deuxième, et l'Hapoel qui a un match en moins pour le moment, et 3 donc sur Londres troisième. C'est ça surtout le plus important, notamment en vue de la qualification directe en quart de finale. Le calendrier pour Paris, l'Eurocup, ça reprendra déjà le 10 janvier avec la réception de Prométhée. Il y aura ensuite déplacement à l'Hapoel Tel Aviv. L'Hapoel Tel Aviv qui joue en ce moment en Serbie, si je ne me trompe pas. Donc normalement le match devrait également se jouer en Serbie. Ensuite il y aura réception de Badalone, déplacement à Beşiktaş. Donc la seule équipe pour l'instant qui a battu Paris en Eurocup. Et enfin, pour terminer, la réception de Ljubljana. Il n'y aura pas de match de saison régulière d'Eurocup à l'Adidas Arena. Paris jouera le match suivant après Ljubljana, normalement en championnat face à 50 à l'Adidas Arena. Donc, il faudra attendre les playoffs d'Eurocup pour voir Paris dans sa nouvelle antre. Et ce sera justement très beau à voir de débuter des playoffs d'Eurocup dans sa nouvelle salle que l'on espère pleine pour l'occasion. Ce sera également une belle mise en lumière. On en parlait du basket français, Corentin, avec Bourg-en-Bresse. Paris Ouais, commencer ses deuxièmes playoffs d'Eurocup dans une nouvelle salle de 7000, 8000 places. Ce sera une belle vitrine pour le basket français. exactement. Et voilà, et c'est sur ces derniers mots que l'on termine ce podcast dédié à l'Eurocup. Merci encore à toi, Corentin, d'avoir été en ma compagnie. Je pense qu'on se retrouvera pour faire le bilan global de la saison d'Eurocup et parler du match à venir en play-off. Alors si Paris est qualifié directement pour les quarts de finale, on ne connaîtra pas forcément l'adversaire dédié. On sera l'un des deux. Enfin, on sera deux des équipes que Paris pourra potentiellement affronter. Mais voilà, on se donne rendez-vous pour la fin de la saison régulière d'Eurocup. En attendant, prenez soin de vous et on se dit à très vite pour de nombreux débriefs, notamment en championnat de France. Bye bye. Bye bye.